19h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi 12 mai. À la une, Turquie, plus que 3 candidats en lice pour l'élection présidentielle de dimanche. Un scrutin annoncé comme l'un des plus serrés du pays. Nous irons à Istanbul où se trouve notre envoyé spécial. Le Conseil de la Nation algérien exprime son rejet catégorique du contenu d'un communiqué du Parlement européen concernant la liberté d'expression en Algérie. Soudan, l'armée et les forces de soutien rapide signent un accord à Djeddah prévoyant de dégager des couloirs permettant aux civils de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Et enfin, l'impopularité de la réforme des retraites se fait toujours ressentir. Elisabeth Borne a été accueillie par des manifestants en colère lors de sa visite à La Réunion. Plus que 2 jours avant l'élection présidentielle en Turquie, les 64 millions d'électeurs renouvelleront simultanément leur parlement. Le scrutin présidentiel s'annonce des plus serrés dans ce pays. Il oppose désormais 3 candidats, dont le président sortant Recep Tayyip Erdogan, après le retrait de Muharrem İnce. Safwan Messabri. Sous scellé, les bulletins de vote affluent depuis l'étranger vers la Turquie, alors que le sort des 2 principaux candidats, lui, n'est pas encore scellé. L'ambiance sur le territoire national est-elle teintée d'effervescence? Les partisans affluent pour assister au dernier meeting de leurs candidats. Les 2 hommes en ont tenu 2 chacun en 24 heures. À 2 jours de l'échéance présidentielle, l'avenir politique de la Turquie reste incertain, tant les prévisions annoncent un duel serré entre les 2 hommes que tout oppose. Dans la forme et dans le fond, les 2 candidats se distinguent, loin du style flamboyant d'Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu est l'antithèse du président turc. Il se distingue par son caractère plus réservé, à l'image de son ascension politique relativement discrète. Sur le fond, rien ou presque ne réunit les 2 hommes. Le président sortant est conservateur lorsque son concurrent promet un virage progressiste pour la Turquie. Leur opposition est à l'image du pays. Les 2 hommes parlent à 2 publics différents, unis par la même nationalité. Toujours est-il que les jeux ne sont pas encore faits. Le désistement de Muharrem İnce est venu changer la donne. Le retrait de sa candidature pourrait donner lieu à une élection sans 2e tour, au cas où l'un des candidats atteindrait la majorité absolue. Et à 48 heures de la présidentielle, zoom sur le volet économique avec notre envoyé spécial à Istanbul, Khaireddin Batash. Bonsoir. Bonsoir Nariman. Alors, l'inflation et la valeur de la livre turque semblent être des paramètres décisifs dans un scrutin. Qu'en est-il au niveau de la rue à Istanbul ? Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, Nariman, ces 2 paramètres seront 2 principaux critères lorsque les Turcs et les Stambouliotes en particulier se trouveront devant les urnes dimanche. Eh bien, vous avez d'une part l'inflation galopante qui ne cesse de progresser en Turquie, et d'autre part la valeur de la monnaie qui ne cesse de baisser. Ces 2 paramètres pèsent de tout leur poids sur le pouvoir d'achat des Turcs. Je me trouve actuellement justement au niveau de la place Taksim. Cette place est symbolique, représentative de ce paradoxe turc en termes d'économie, car vous avez d'une part ici à la place Taksim des gens qui essayent de gagner leur croûte au quotidien en faisant des petits boulots, et vous avez d'autre part bien les joyaux du capitalisme, de l'économie turque, qui a néanmoins réussi durant les premières années de la présidence du président donc sortant Recep Tayyip Erdogan. Les Stambouliotes justement se disent très inquiets et très préoccupés par la situation économique de leur pays. Ici à Istanbul, vous ne pouvez croiser une personne sans qu'elle vous parle d'économie, de niveau des prix et de baisse de pouvoir d'achat. Justement, Khaireddin, peut-on considérer l'inflation et la chute de la livre turque comme une carte entre les mains de l'opposition ?
Eh bien, Nariman, c'est ce que l'on semble croire lorsqu'on pose la question aux partisans de Kamel Kılıçdaroğlu, donc candidat de l'opposition. Ils veulent justement jouer cette carte et mettre la pression sur le président sortant Recep Tayyip Erdogan en le tenant tout simplement responsable du bilan économique et financier de la Turquie. Ici, à Istanbul, néanmoins, les partisans du président Recep Tayyip Erdogan se défendent en invoquant un bilan positif de l'économie turque durant les 20 dernières années. Ils préfèrent donc penser, relativiser, donc voilà, en disant qu'il s'agit d'une situation extraordinaire qui a été induite par la crise mondiale qui a commencé après la pandémie 2019 et qui s'est poursuivie après le début du conflit russo-ukrainien. Merci beaucoup Kherdine, vous étiez en direct d'Istanbul et on reviendra vers vous dans nos prochaines éditions. Et comme je vous le disais, avant dimanche, près de 3,4 millions de Turcs vivant à l'étranger votent depuis le 27 avril dans les représentations diplomatiques. Une affluence particulière est déjà constatée. On évoque un score supérieur aux 5 élections précédentes pour lesquelles les Turcs de l'étranger avaient le plus voté. Justement, toujours dans le même aspect, c'est l'heure du bilan pour l'économie turque. Un défi difficile à relever pour les 3 candidats en lice qui se trouvent à quelques heures d'un scrutin électoral décisif et face à une chute vertigineuse de la valeur de la Turkish Lira. Kherdin Batash. Des chiffres qui changent à tous les instants pratiquement. À quelques heures d'un scrutin électoral décisif pour l'avenir de la Turquie, Istanbul est une ville qui vit désormais au rythme de la valeur de la monnaie locale. La chute de la valeur de la livre turque est vertigineuse, une équation qui semble difficile à résoudre pour les 3 candidats, partis et coalitions en lice lors des élections législatives et présidentielles prévues dimanche prochain. Alors la situation économique était grave avant le tremblement et maintenant c'est plus grave. L'inflation est trop haut. L'inflation officielle que l'État a déclarée est 60 ou 70%, mais le réel c'est 2 fois plus. Nous avons pris la décision de soutenir le Parti de la justice et du développement et le président Erdogan afin de préserver l'unité de la Turquie. Nous n'avons pas posé de conditions et n'avons pas exigé de portefeuille ministériel. Nous n'aspirons qu'à une Turquie forte avec son peuple, industriellement développée et commercialement forte avec les pays islamiques. La situation économique dans le monde est très difficile, surtout après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y a des candidats qui essayent d'ignorer ce qui a été réalisé en Turquie dans le domaine de l'industrie militaire, par exemple l'industrie des drones, dont les exportations annuelles s'élèvent à 2 milliards de dollars. Vendredi à Istanbul, $1 américain s'est changé contre 21,6 livres turques. Et ce taux peut augmenter ou baisser à tout moment. L'autre problème endémique de l'économie turque qui, selon la rue, pèsera de tout son poids dans les urnes n'est autre que celui de l'hyperinflation qui frappe le pays. À Istanbul, ville touristique par excellence, cela se ressent dans chaque catégorie de produits, à commencer par les produits de large consommation, les transports mais également les services où l'on dépasse gaiement les 60% selon les chiffres de l'Institut des statistiques turques pour le mois d'avril 2023. Et alors que les commerçants craignent que cela impacte durablement le niveau de la consommation, nombreux sont les Stambouliotes indécis qui disent vouloir faire de l'économie et de ce que contiendra leur bourse l'unique curseur qui orientera leur vote dimanche prochain. Et sans transition, inondation en Ouganda, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à son homologue ougandais Yoweri Museveni par le biais du ministre algérien de l'énergie et des mines Mohamed Arqab suite aux meurtrières inondations survenues dernièrement dans le pays. En restant en Algérie, le président du Conseil de la Nation a exprimé son rejet catégorique du contenu du communiqué du Parlement européen et dont il fustige les flagrantes contre-vérités véhiculées sous le couvert de principes du droit de l'homme, ce qui constitue une immixtion éhontée dans les affaires internes d'un État souverain. Salah Goudjil a affirmé que le Parlement européen, qui se tient avec impudence sur un piédestal d'arrogance et de mépris,
appelle au respect des droits de l'homme dans certains pays et à leur étouffement dans d'autres. Dans ce contexte, le bureau du Conseil de la Nation a appelé le Parlement européen à se départir de la politique des 2 poids 2 mesures et à ne pas faire preuve de haine et de rancune envers les pays qui ne se soumettent pas à ces politiques. Le Parlement arabe a fortement dénoncé le communiqué rendu public par le Parlement européen concernant la liberté d'expression en Algérie, le qualifiant d'ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires internes du pays et d'impair inadmissible que le Parlement européen ne cesse de commettre en continuant à publier des communiqués similaires sur les droits de l'homme dans les pays arabes. Par ailleurs, le Parlement panafricain a de son côté également rejeté toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie et de l'ensemble des pays africains, rappelant la totale liberté des médias algériens depuis plus de 3 décennies. Les violences en Palestine se poursuivent après une courte accalmie. Des frappes aériennes sur la bande de Gaza ont fait 2 nouveaux martyrs ce vendredi et au moins 5 blessés, portant à plus de 30 le nombre de Palestiniens assassinés par le monstre sioniste, dont des femmes, des enfants, en 4 jours seulement. Des centaines de Palestiniens ont participé aux funérailles des 2 martyrs tués par des frappes sionistes ce vendredi dans le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de la ville de Gaza. Direction le Soudan, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont signé la nuit dernière un accord dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Khadija Khadawi. Modus vivendi au Soudan, après un mois de combat acharné entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à Khartoum et d'autres grandes villes du pays. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie Saoudite que le consensus a été trouvé et a été naturellement nommé la déclaration de Jeddah pour la protection des civils au Soudan. En effet, l'accord prévoit de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Selon Bro Tableau, cet accord de principe signé par les 2 parties ne mentionne aucune trêve ni cessez-le-feu. Les belligérants se sont engagés depuis 6 jours dans des pourparlers intenses à Jeddah et ladite déclaration lacuneuse est pour bon nombre d'observateurs le reflet de l'imbroglio dans lequel est pris au piège l'ensemble du Soudan. Il est à présent clair que le conflit au Soudan se présente de plus en plus comme un cas d'école impliquant plusieurs acteurs aux influences géostratégiques multiples. De son côté, la communauté internationale semble pour le moment complaisante, mettant en avant le risque d'une crise humanitaire majeure. À l'instar de l'ONU. De leur côté, l'Union africaine et l'IGAD, le bloc de l'Afrique de l'Est, dont le Soudan fait partie, ont salué dans un communiqué commun la déclaration de Jeddah, affirmant qu'il s'agit d'un premier pas important pour alléger les souffrances des Soudanais. Et d'ailleurs, selon un rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, environ 200 000 personnes ont fui le Soudan pour échapper au combat meurtrier ayant éclaté mi-avril entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, et des centaines de milliers d'autres sont déplacés à l'intérieur du pays. Alors que les violences au Soudan se poursuivent pour la 4e semaine, environ 200 000 réfugiés et rapatriés ont été contraints de fuir le pays. Et d'autres traversent chaque jour les frontières en quête de sécurité. En outre, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et beaucoup d'autres sont confinées chez elles, incapables d'accéder aux produits de première nécessité. La Chine vient d'annoncer l'envoi à partir de lundi d'un représentant spécial en Ukraine, en Russie et dans d'autres pays européens afin d'y discuter d'un règlement politique du conflit en Ukraine. Pékin se présente comme partie neutre dans ce conflit et entend jouer un rôle de médiateur. À partir du 15 mai, l'ambassadeur Li Hui, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiatiques, se rendra en Ukraine, en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie, afin de s'entretenir avec chacune de ces parties d'un règlement politique de la crise ukrainienne.
Je vous le disais en titre, l'impopularité de la réforme des retraites poursuit la chef du gouvernement français. Lors d'une visite à La Réunion, Elisabeth Borne s'est fait accueillir par les huées et les sifflements des manifestants, scandant que la page n'était toujours pas tournée concernant la réforme. Au Royaume-Uni, les cheminots sont de nouveau en grève. C'est vendredi et samedi pour réclamer des augmentations de salaire face à l'inflation. Après avoir rejeté les propositions de revalorisation faites jusque-là par les compagnies ferroviaires, ces dernières ont annoncé d'importantes perturbations et des annulations de trains. Et puis les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7 ainsi que les responsables de grandes institutions financières telles que le FMI et la Banque mondiale sont en conclave jusqu'à samedi à Niigata au centre du Japon. Le soutien à l'Ukraine et les secteurs bancaires seront au menu des discussions. Une dernière grande étape avant le sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima prévu en fin de semaine prochaine. Au Pakistan, l'ex-premier ministre a été libéré. Imran Khan s'est vu accorder ce vendredi la liberté sous caution par un tribunal d'Islamabad après l'invalidation de son arrestation qui avait déclenché des émeutes dans tout le pays. Culture première du ballet Igor Mousseyev hier à l'Opéra d'Alger. Une série de spectacles qui propose un voyage initiatique à plusieurs stations, permettant par la beauté du geste et l'élégance du mouvement la découverte des cultures du monde, la mosaïque patrimoniale russe notamment. Nous avons organisé une répétition pour voir le répertoire algérien au cours du week-end. Nous discuterons après d'une éventuelle coopération. C'est très important car l'Algérie et la Russie sont des pays amis. Le public algérien est très chaleureux. Nous avons des liens amicaux entre nos deux pays qui datent de l'époque de l'Union soviétique. Nous continuerons à développer ces relations amicales entre l'Algérie et la Russie. L'art a toujours réuni les peuples. Le Festival international du court-métrage d'Imed Rassen se poursuit pour son deuxième jour dans la wilaya de Batna. Un événement à ne pas manquer pour tous les fans du 7e art. 22 travaux internationaux seront soumis à un jury algérien, français et italien pour remporter l'un des 8 prix du festival. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'information continue sur A24 News. À demain.